Écrivain, journaliste et philosophe, éditorialiste à Radio Notre-Dame, Gérard Leclerc est un esprit libre et il le prouve dans cet essai intitulé « Une autre action française ». C'est aux éditions de Flore et c'est en vente sur le site de tvl.fr, dans la boutique de TVL sur le site boutiquetvl.fr. Les textes ont déjà été publié, mais ce n'est pas une simple compilation, on va le voir. Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Effectivement, ce n'est pas une simple compilation, c'est une révision complète des textes d'origine. Oui, ces textes sont parus à peu près tous dans la Nouvelle Revue Universelle, à part un, celui sur Gustave Thibon, qui est paru dans France Catholique. Et certains d'ailleurs viennent de causeries que j'ai fait à des étudiants. Et en fait, ça constitue quand même un ensemble qui renvoie à une histoire très riche, qui est celle de l'Action française. Et effectivement, vu sous un certain angle, souligné par mon préfacier, Frédéric Rouvillois, parce qu'il y a d'autres façons d'envisager l'histoire de l'Action française. Moi, je dirais que c'est, l'aspect, le plus culturel, voire civilisationnel. Alors, une autre action française, bien sûr, c'est le titre que vous avez choisi, et quelle est celle qui vous intéresse? Alors, c'est vrai que dans sa préface, le professeur Rouvillois, que vous venez de citer, indique, un peu sibylle, que l'action française qui vous intéresse, c'est, je le cite, au-delà du catéchisme, des violences et des bouffonneries, celle qui se conçoit comme un immense effort pour défendre la civilisation humaine. Est-ce que c'est cela, le cœur de la défense de la civilisation? C'est cela que vous retenez comme aspect Absolument. Central de l'action française? Parce que souvent on a retenu de Maurras, disons, le côté polémiste, voire violent. Or, Maurras est d'avant tout ce que j'appellerais un grand humaniste. Humaniste non pas au sens, je dirais, niais que l'on accorde au terme, mais plutôt d'ailleurs au sens du XVIe siècle. C'est-à-dire quelqu'un qui est féru de grande culture. Il suffisait de consulter sa bibliothèque à Martigues pour voir en fait que cet écrivain avait été formé aux plus fortes humanités. Un simple exemple. Un des plus beaux textes de Maurras s'appelle Le Conseil de Dante. Or, il est évident quand on a lu ce texte que Maurras lisait et avait retenu Dante dans le texte. Ce qui, à mon sens, c'était le texte original. Ce qui, à mon sens, n'était même pas le cas de Péguy ou de Claudel, qui étaient de grands admirateurs aussi de Dante. Et petit clin d'œil aussi, T.S. Eliot, immense poète de la sphère alors anglo-américaine, accordait le plus grand crédit au texte de Maurras parce qu'il a lui-même écrit son Dante, qui commençait par une citation du Conseil de Dante. Et vous retenez donc, c'est important de Maurras, l'aspect humaniste, et vous l'avez dit aussi, mais c'est pas ce que la postérité a retenu de lui. Oui, parce que, évidemment, ce qu'on a retenu souvent, c'est la période de Vichy, où Maurras a soutenu, je dirais mordicus, jusqu'au bout, le maréchal Pétain. Alors, il faut bien voir quel est le sens de cet appui, parce que... c'est amusant d'ailleurs, l'action française est gaulliste jusqu'au 18 juin 1940. Quand De Gaulle rentre au gouvernement, l'action française en fait des tonnes. Et pourtant, il est sous-secrétaire d'État, je crois, à la guerre, et l'action française magnifie en quelque sorte en disant, voilà, c'est le grand homme. Et puis le 18 juin, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Maurras et Pigeot font le choix, en fait, de Pétain et de Weygand comme protecteurs du pays face à cet immense, comment dirais-je, désastre de mai 1940. Et ils iront jusqu'au bout. Alors, à mon sens, il y a quand même un gros problème en 1942. Parce que Churchill disait que l'armistice, en fait, lui avait rendu service, mais en 1942, les choses ne sont plus les mêmes qu'en 1940. Il n'y a plus de zone libre, la flotte française s'est coulée, etc. Donc, le propre neveu de Charles Maurras, que j'ai bien connu, Jacques Maurras, pensait que le journal aurait dû interrompre sa diffusion en 1942.
mais Maurras a préféré continuer, soutenir le maréchal jusqu'au bout. Évidemment, il l'a payé très cher par un procès et par des années d'emprisonnement, pratiquement jusqu'à sa mort. Et ce que l'on retient, évidemment, c'est cette période-là. Et ce qui aggrave les choses, je dirais, c'est l'antisémitisme de Maurras, qui s'explique, qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme nazi, évidemment, et qui s'explique notamment par l'affaire Dreyfus, mais c'est toute une histoire, et il serait un peu trop long de rappeler. Mais autre idée reçue sur Maurras, à laquelle vous tordez le cou, c'est que l'auteur d'Athéna n'est pas, de votre point de vue, athée, qu'il est d'ailleurs pas du tout foncièrement hostile au christianisme. Vous dites que ceux qui pensent cela, c'est un contresens. Oui, alors là, je rentre en fait dans une polémique, je dirais, avec mes amis démocrates chrétiens qui n'ont cessé notamment Jacques Maritain, qui après 20 ans en fait de proximité avec l'Action française, s'en est retrouvé l'adversaire le plus résolu. Et alors là, il y a évidemment tout un débat important. Moi, je me fonde sur les textes de Maurras. Alors là encore, c'est une longue histoire. Maurras perd la foi. À la suite d'une épreuve personnelle, il devient sourd à l'adolescence, 14-15 ans. Et c'est, comment dirais-je, une énorme épreuve personnelle qui va l'amener d'ailleurs au bord du suicide et qui l'amènera à perdre la foi. Et cependant, cette perte de la foi ne signifie pas, je dirais, le désaveu du catholicisme dans lequel il a été élevé. Et Maurras se fera l'apologète, à mon sens, très inspiré du catholicisme comme colonne vertébrale vraiment de l'humanisme au sens fort du terme. Et contrairement à ce qu'on dit, Maurras n'est pas l'apologète du catholicisme uniquement en fonction des liens du catholicisme avec notre histoire nationale, mais il est l'apologète du catholicisme comme à l'échelon universel. Ce que la civilisation a de meilleur, a de supérieur, pour Maurras, elle le doit au catholicisme. Alors, ce qui est toujours intéressant dans l'ouvrage Passion, c'est on voit l'impact, si vous me permettez le terme, que Maurras a eu sur les intellectuels de son époque, puis après sa mort. Je pense premièrement à vous d'ailleurs, parce que vous dites, en dépit de tous les problèmes que j'ai pu avoir avec lui, avec son héritage, je ne me suis jamais séparé de Maurras. Sans lui, je ne serais pas royaliste. Donc déjà, parlons de vous. Oui. Il a bien évidemment bouleversé votre vie, parce que si j'ai bien compris, vous étiez séminariste, vous auriez dû être prêtre, vous étiez militaire, vous eussiez pu être militaire de carrière, et vous avez endossé la triste mission et métier de journaliste. Oui, oui. Et ça, je raconte comment les choses se sont passées. Alors, je fais une petite comment dirais-je, petite incise. Objection. En fait, je n'étais pas militaire de carrière. Quand j'ai fait mon service militaire à la coopération dans un pays qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta, qui est aujourd'hui le Burkina Faso, et j'étais dans une mission de père blanc. Et les pères blancs auraient bien voulu que je continue, en fait, au-delà de mon année de service militaire. Et puis, en fait, je dirais que c'est l'appel de la patrie qui m'a requis. Et je me suis retrouvé pour faire une licence de philosophie à la Sorbonne à l'époque, et dans le climat de mai 68. Et c'est mai 68 qui m'a amené à l'engagement politique, parce que il se trouve que j'ai joué, alors que c'était tout à fait inattendu, enfin une sorte de leader. Je suis devenu un peu leader de comment dirais-je, des jeunes d'Action française. Et alors on avait besoin d'un rédacteur, etc., qui représente en fait cette nouvelle génération. Et c'est comme ça que j'ai été engagé comme journaliste à Aspect de la France, et toute mon histoire en est sortie. Aspect de la France qui avait pris la succession de l'Action française, ce journal étant interdit, il fallait bien évidemment changer de nom. Et cette fois-ci, Aspect de la France, à ce moment-là, n'est plus dirigé par Maurice Pujaut, compagnon de Maurras, mais par son fils Pierre Pujaut. Vous m'avez répondu à la
à votre parcours personnel et politique, vous ne m'avez pas dit en quoi Maurras était important pour vous. Sans lui, je ne serais pas royaliste. Oui, parce que bon, il se trouve que j'étais d'une famille royaliste, mon père était royaliste, mais comment dirais-je, à cause de l'Action française. L'Action française est venue dans ma famille à cause du frère aîné de mon père. Famille nombreuse du Nord. Mon père était le petit dernier, le 12e, et son frère aîné était prêtre, et mon parrain d'ailleurs. Et l'Action française est venue dans la famille à cause de mon parrain prêtre, à qui un paroissien, alors qu'il était vicaire dans les mines, dans le Nord, avait refilé le journal, et c'est comme ça que l'Action française est entrée dans la famille, et le plus mordu, enfin celui qui était le plus mordu à cause de mon oncle prêtre, c'est mon père. Donc, et mon père était un redoutable, comment dirais-je, dialecticien. Et j'ai assisté très jeune à des conversations, etc. Donc c'est lui qui m'a marqué. Et fais cette anecdote. Je peux avoir 10 ans. Je revenais de l'école avec un camarade et je lui ai fait une profession de foi. Mon père et moi, nous sommes royalistes. Alors le camarade en question était un peu surpris et pas très content parce qu'il était fils d'un garde mobile au service de la République et il avait été un peu décontenancé. Voilà, et comme disait Maurice Chevalier, tout ça faisait le bon français au final quand même. Hein. Alors, ce qui est passionnant aussi dans l'ouvrage, ce sont les nombreuses rencontres qui jalonnent votre parcours politique, votre parcours professionnel, votre parcours journalistique et la proximité de certains maîtres, puisque c'est le terme que vous utilisez, hein, certains maîtres. Et le tout premier est Pierre Boutan. Alors, comment le présenter rapidement à nos téléspectateurs, Pierre Boutan? Voilà, c'est pas facile. Comment dirais-je, tout à la fin de son livre Notre avant-guerre, Brasillac évoque sa dernière visite avec Maurras, et la guerre est déclarée, etc. Et il rencontre en fait au bal de l'après-midi d'Action française Pierre Boutan, qu'il définit comme un Bonaparte jeune. Déjà à l'époque, il était tout jeune, Boutan, on sentait qu'il y avait un déconcertant génie derrière cet homme, et Maurras, en la personne de Boutan, avait trouvé un interlocuteur à sa taille. Alors, de philosophe, moi je dirais que Pierre Boutan est le vrai philosophe de l'Action française, parce qu'il l'est professionnellement. Il l'est professionnellement et il a publié vraiment de très grands livres, en particulier l'Anthologie du secret et l'Apocalypse du désir, qui sont des livres, à mon sens, considérables pour la pensée du XXe siècle. Et quelqu'un qui l'a tout de suite reconnu, c'est George Steiner. Considérait que l'Anthologie du secret était un texte considérable qui aurait toute une postérité. Donc Boutan, c'est d'abord un grand philosophe, mais alors très très proche de Maurras et qui en a assumé, je dirais, la succession. Aspect de la France, où il a commencé il faisait l'éditorial, reprenant d'ailleurs la politique la politique de Maurras, c'était la vie politique. Et puis évidemment, il y a la rupture en 1953. Boutan quitte Aspect de la France et va fonder un nouveau journal, mais tout à fait royaliste, qui s'appellera La Nation française. Moi, ma rencontre avec Boutan, en fait, date de 71, parce que j'étais à l'origine avec d'autres d'une rupture. Nous avons fondé à l'époque la Nouvelle Action française, et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Pierre Boutan, et je dirais que c'est une amitié qui s'est nouée avec lui jusqu'à sa mort. Pierre Boutan, fils de Maurras, fils spirituel de Maurras? Absolument, oui. Même s'il est très différent d'une certaine point de vue, parce qu'il a toute une culture philosophique qui était complètement étrangère à Maurras. Hein, quand on parle de Heidegger, Vico, etc. Donc, c'est pas du l'univers maurassien, mais il a considérablement élargi, effectivement, je dirais, la culture maurassienne. Alors, le deuxième, et on va rester dans les philosophes. Oui. C'est une personnalité que moi j'ai eu la chance de côtoyer, qui était un grand philosophe. Alors, il n'a pas de nom de rue en France, même s'il le mériterait 100 fois. C'est Gustave Thibon. Vous dites de lui, Gustave Thibon, la légende précédait l'homme. Ça, c'est très joli. Thibon, le philosophe paysan. C'était tout lui.
Alors je l'ai assez bien connu, je l'ai rencontré un certain nombre de fois, et mon premier souvenir avec lui, c'est que nous avons parlé ensemble à Rouen. C'était pour le centenaire de la naissance de Maurras, en 1968. Moi j'étais tout jeune et j'ai fonctionné avec Gustave Thibon, ce qui était vraiment pour moi un très grand honneur. Et je me souviens du cadre, d'ailleurs c'était une église désaffectée de Rouen, une très belle église qui avait été changée en salle de conférence. Je me souviens de toute une conversation avec Gustave Thibon dans les vieilles rues de Rouen. Et puis, je l'ai revu plusieurs fois, j'avais lu ses livres, et dès nos premières rencontres, évidemment, il y a eu tout de suite une grande entente. Et moi, j'étais très, très ému, notamment de le voir et de l'entendre évoquer Simone Weil, qui a tellement compté dans sa vie. Simone Weil qu'il avait reçu chez lui à Saint-Marcel d'Ardèche pendant la guerre. Et moi, je parle à ce propos d'une véritable visitation. Évidemment, Simone Weil n'est pas la Vierge Marie, mais c'est une personnalité la philosophe Simone Weil, hein, bien sûr. Telle force, etc., que Gustave Thibon a été marqué à vie. Et moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation avec lui, sans arrêt, il y avait des citations de Simone Weil qui revenaient dans sa bouche. Oui. La grande Simone Weil. Et Gustave Thibon, alors là aussi, aucun hommage national, aucun lycée, et pourtant, son nom se transmet de génération en génération, et je suis toujours surpris de voir des journalistes, des écrivains, mais qui citent ou se revendiquent de Gustave Thibon. Une permanence. Ah oui, il y a une force de sa pensée qui lui survit forcément. Il y a très très beaux livres de Gustave Thibon. Alors évidemment, il s'exprime plutôt sous le mode de l'aphorisme, en quoi d'ailleurs il est un peu disciple de Nietzsche, qui l'a tellement marqué et auquel il a consacré un très beau livre, Nietzsche ou le déclin de l'esprit. Et il y a une force, du philosophe qui s'affirme dans un certain style qui est celui de l'aphorisme. Ouais, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire de Thibon, qui, comme analyste du présent aussi, il a écrit énormément de chroniques qui sont maintenant publiées d'ailleurs, où il analysait l'actualité au jour le jour. C'est très bien de faire revivre ces grands personnages. Tiens, allez, dernier portrait, parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Une personnalité, là aussi peu connue du grand public, et pourtant un Vendéen hors norme, un orateur né, et ça, là aussi j'en atteste, un intellectuel de grande classe au parcours intéressant, et qui s'appelait Debré, Pierre Debré. Pierre Debré. Et son véritable nom, c'était Sadi Louis Coué. Sadi, vous voyez pas, un prénom républicain, parce qu'il était né dans une famille non pas chouane, non pas vendéenne, au sens de charrette, mais il était un bleu de Vendée. Et il parlait toujours qu'il avait été élevé, plus que par son père, par un grand-père qui était syndicaliste révolutionnaire. Et d'ailleurs, ça l'a toujours marqué. Parmi les références de Pierre Debré, il y avait toujours Sorel. Il y avait toujours toute cette lignée là qui passait aussi par Péguy, mais Debré avait eu un itinéraire tout à fait exceptionnel. Et il avait été baptisé, mais il avait perdu tout contact avec l'Église, et il a été converti au catholicisme par un jeune professeur de philosophie. Qui était disciple de Maurice Blondel, et il a été vraiment converti à ce moment-là. Et c'était juste à la veille de la guerre. Ensuite, il s'est retrouvé à la Sorbonne de la guerre. Il est rentré dans les mouvements de résistance. Il a été rédacteur en chef d'un journal qui était l'organe d'expression des jeunes chrétiens dans la résistance. Et alors, je suis obligé d'aller vite, mais il se trouvait que, aussitôt après la guerre, il a été pris dans ce mouvement qui entraînait nombre d'intellectuels catholiques à la proximité du Parti communiste.
Et il est devenu ce qu'on appelait à l'époque un compagnon de route du Parti communiste, avec des responsabilités extrêmement importantes. Il était secrétaire par exemple de France URSS, où il avait des responsabilités aussi au mouvement de la paix. Alors, et puis il se passe une chose très étrange, c'est qu'en 1953, à la suite d'un débat, d'un dialogue extrêmement approfondi avec Pierre Boutan, il se rend à l'Action française. Il passe pratiquement du Parti communiste à l'Action française et par Boutan. Et puis Boutan s'en va de l'AF en 53 et il est remplacé par qui comme intellectuel? Par celui qui l'avait amené. Qui fait que Boutan me racontait, disant, quand je suis parti, ce salopard, le premier qui devait me suivre, c'est Debray. Or il restait dans la vieille maison. Et ça, d'ailleurs, grâce au jugement très aigu de Maurice Pujolt, qui pensait qu'il fallait absolument un intellectuel de grande qualité pour remplacer Boutan. Donc ils ont choisi Debray, et c'était un très très bon choix, parce que pour moi, ça a été décisif. J'étais adolescent, je me précipitais sur Aspect de la France, et le premier article que je lisais, c'était Le combat des idées de Pierre Debray, et c'est Debray qui m'a, comment dirais-je, qui est à l'origine de ma vocation, en fait, de journaliste, d'écrivain, tout, etc., parce que c'est lui qui m'a rompu, justement, à ce combat des idées. Gérard Leclerc, on pourrait vous écouter pendant des heures, on ne les a pas, mais c'est un plaisir, et j'invite bien évidemment nos téléspectateurs à retrouver tout cela dans une autre Action française. Deux questions rapides. La première, vous êtes toujours attentif à la vie religieuse en France et dans le monde. Ce synode de la synodalité, en deux mots, ça suscite une très vive inquiétude parmi les catholiques. On y voit, loin d'une modernisation des fois, et des fractures. Quel est votre sentiment? C'est très difficile. J'avoue que je suis dans une grande perplexité. À ce point de vue, je ne sais pas très bien ce qui va sortir de ce synode. Un Vatican III, vous pensez? Pardon? On dit un Vatican III. Ça, je ne crois pas du tout. Vatican II, quel que soit le jugement qu'on porte, c'est un concile qui a fait des mises au point doctrinales extrêmement importantes. Un synode, c'est forcément un objet beaucoup moins ambitieux. Mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qu'il en sortira. On est dans une époque vraiment de grande incertitude en ce qui concerne l'Église aujourd'hui. Moi, si vous voulez, puisque vous avez cité Vatican II, il se trouve que j'ai été très proche d'un des grands inspirateurs de Vatican II, qui était le cardinal de Lubac. Et je vais vous faire une confidence à vous. Il y a 15 jours, j'ai témoigné au procès de béatification du père de Lubac que j'avais très très bien connu. Or, il me semble que si l'on veut, se ressourcer vraiment auprès d'une pensée, d'une théologie qui peut nous éclairer pour juger, il faut recourir à l'œuvre du père de Lubac, qui était un des meilleurs et des plus profonds connaisseurs de la tradition de l'Église. Bon, voilà, au moins ça mérite d'une pédagogie. On sait maintenant où il faut se rendre pour comprendre. Si je vous dis en conclusion qu'à votre poste de vigile et de militant, vous vous êtes efforcé toute votre vie de répondre aux enjeux du temps, est-ce que c'est cela qui vous décrit le mieux ? Cette phrase-là, répondre aux enjeux du temps. Je pense, j'ai vécu une histoire que j'aurais jamais imaginée, en fait. C'est devenir journaliste, même éditorialiste. Il se trouve aussi que, si vous voulez, mon passé de séminariste m'a rattrapé dans les années 80, parce que Philippe Tesson, dont je révère la mémoire, m'a fait venir au Quotidien de Paris, et j'ai traité de la question religieuse à ce moment-là. Et du coup, je suis revenu au cœur du religieux. Et j'ai très bien connu, notamment à l'époque, le cardinal Lustiger. Et du coup, à ma dimension, si vous voulez, de politique, c'est ajouté cette dimension d'informateur religieux.
mais au sens le plus fort du terme. Voilà, informateur religieux, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup de qualité. Vous en faites partie, Guénois, quelques autres bien évidemment, Dandrieux, etc. Enfin, il y en a quand même. Il y en a, vous voyez, j'arrive à en retrouver quand même quelques-uns. Allez, on revient à cette autre Action française, préface de Frédéric Rouvillois, conçue grâce à Christian Franchet d'Espéré, à la Nouvelle Revue Universelle. Et c'est un ouvrage aussi qui est illustré, éclairé des notes de Philippe Lallemand. Et c'est aux éditions de Flore et sur la boutique tvl.fr. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous recevoir, Gérard Leclerc. Merci à vous.